Il est 22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous êtes en ligne, Pierre de Villeneuve, avec le consultant prévisionniste chez Kéronos, Observatoire français des tornades et des orages violents, David Dumas. Bonsoir David Dumas. Bonsoir. C'est quoi ce cyclone Matthew? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors c'est un ouragan comme il s'en produit plusieurs dans l'année sur la planète et notamment dans l'Atlantique. Donc c'est un ouragan qui est né au large des Antilles, qui a balayé la Martinique en tant que tempête tropicale, puis après qui s'est intensifié sur le littoral nord de l'Amérique du Sud. Oui. Et puis qui a bifurqué, qui est remonté ensuite vers le nord, donc vers Haïti, et puis même ensuite vers Cuba la nuit dernière, et puis maintenant sur le sud des Bahamas. On dit que c'est l'ouragan le plus violent de ces 10 dernières années. Oui, c'est ça, dans l'Atlantique uniquement, puisqu'il se produit des ouragans de catégorie 5 presque tous les ans sur la planète. Alors catégorie 5, excusez-moi, l'échelle c'est combien? C'est de 1 à 5? C'est de 1 à 5 tout à fait, Oui. Donc c'est en fonction des vitesses de vent. Donc catégorie 5, c'est avec des vents supérieurs à 250 km/h. Et donc c'est le premier ouragan de catégorie 5 dans le bassin atlantique depuis 2007. Le dernier était Félix, qui avait balayé le Mexique notamment en 2007. Et la tempête Katrina, qui a été extrêmement dévastatrice aux États-Unis, c'était un ouragan, c'était un cyclone, c'était une tempête tropicale? Alors, ouragan et cyclone, c'est la même chose. Oui. On parle du même. Ouragan, typhon, cyclone, c'est exactement la même chose. C'est sauf que ça synonyme, change. on peut dire que c'est synonyme. Ça change de nom en fonction du bassin océanique où on les trouve. On dit ouragan pour l'Atlantique, on dit typhon pour le Pacifique et cyclone pour l'océan Indien. D'accord. Donc Katrina était un cyclone, donc un ouragan qui a touché la Louisiane en catégorie 3, mais c'était un ouragan de catégorie 5 juste avant de toucher la Louisiane, c'est-à-dire qu'elle s'est affaiblie heureusement avant d'impacter le littoral. Un cyclone, comment ça fonctionne précisément, David Dumas? Alors il y a un cas de figure, le moteur du cyclone c'est la température de l'océan, il faut qu'il fasse plus de 26 degrés sur une épaisseur d'au moins 50 mètres. Donc ça naît comment? Alors notamment le cas qui nous intéresse, Matthew, c'est souvent des orages qui se forment sur l'Afrique équatoriale, sur le Sénégal, puis qui sortent d'Afrique vers les îles du Cap-Vert, donc sur l'océan. Et ensuite, si les conditions sont favorables, ça s'organise en formant des vents qui tourbillonnent, donc en formant un cyclone. C'est-à-dire qu'en fait, le tourbillon, ce qu'on appelle l'œil du cyclone, qu'on voit comme ça, même dans les films d'épouvante et malheureusement dans la réalité, par les caméras qui arrivent à les détecter, ça va traverser l'Atlantique du Cap-Vert jusque dans cette zone, Haïti, la République dominicaine, les Caraïbes et ensuite les États-Unis? Alors ça peut, oui, mais souvent on a des orages plus ou moins organisés sur les Cap-Verts, puis ensuite c'est en traversant l'océan que ça s'organise. Vous voyez, arrivé aux Antilles, ce n'était que tempête tropicale, donc il n'y avait pas d'œil qui apparaissait sur les images satellites. Alors voilà, et l'œil justement, quand est-ce qu'il apparaît et comment il se forme? Expliquez-nous. Alors l'œil, il apparaît quand les vents sont suffisamment puissants, donc à partir souvent de la catégorie 2, voire 3 pour certains cas. On observe un œil. Donc c'est tout simplement la force centrifuge. En fait, les vents sont tellement puissants près du centre du cyclone, donc que la zone se dégage. Et elle apparaît sur les images satellites comme une zone de temps clair. Alors justement, cet œil et ce tourbillon, comme on le voit justement par l'intermédiaire encore une fois, des caméras qui arrivent à le détecter, cette espèce de grande cheminée qui fait des mètres et des mètres et des mètres, des dizaines de mètres de haut. Au début, vous voulez dire que c'est tout petit et ça prend de la hauteur? Comment ça se passe exactement? Non, il y a toujours un centre dépressionnaire, c'est-à-dire une zone où les vents sont nuls. Après, ça apparaît ou pas sur l'image satellite, mais le centre dépressionnaire, il apparaît dès qu'on a une dépression tropicale ou une tempête tropicale. Mais c'est après, justement, si les orages arrivent à s'organiser, la chaleur que dégage l'eau de mer est aspirée par l'œil, et c'est donc un peu le moteur de l'ouragan. Et là, du coup, ensuite, ça se forme en quelques minutes, si je comprends bien. Bon, il faut quelques heures pour apparaître d'œil. Oui, voilà, il faut quelques heures. Donc la chaleur est aspirée par l'œil, elle est rejetée ensuite par le sommet de l'ouragan, par le sommet de l'œil.
c'est-à-dire il peut culminer à 13 000, 14, voire 15 000 mètres d'altitude. Et donc c'est toute une mécanique après très complexe à décrire comme ça, mais c'est par l'œil que tout est aspiré et que ensuite la mécanique s'emballe. On parle des vents, de la vitesse du vent. Vous avez dit 250 km/h pour la catégorie 5, 200, 220 pour la catégorie 4. Ça veut dire que l'œil qui tourbillonne, il tourbillonne avec la vitesse centrifuge à 220, 250 km/h ? Non, c'est pas exactement ça. Est-ce que ça a été mesuré ? Alors oui, la particularité du bassin atlantique, on a la chance d'avoir les Américains qui sont en charge de la surveillance des cyclones dans tout l'Atlantique et le Pacifique Est. Et les Américains sont les seuls qui procèdent à des reconnaissances aériennes. C'est-à-dire que là, on en est au 30e vol, c'est-à-dire 30e avion qui est allé explorer l'ouragan, donc qui va dans l'œil, qui va dans le mur de l'œil, c'est-à-dire là où il y a les vents les plus violents, et il jette des sondes qui ensuite s'écrasent dans la mer, et qui mesurent à chaque altitude ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous. Justement, donc ils vont dans l'œil du cyclone pour observer quelle est la pression, c'est-à-dire la pression la plus basse, et ensuite ils vont en périphérie de l'œil, c'est-à-dire là où les vents sont les plus violents, dans ce qu'on appelle le mur de l'œil, pour mesurer à quelle vitesse vont les vents, à telle altitude, c'est-à-dire à leur altitude de vol, puis après ils extrapolent pour savoir à quelle vitesse vont les vents au sol. Et ensuite, on peut classer les cyclones selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Donc c'est quand même extrêmement violent. On ne s'est jamais penché, David Dumas, sur les moyens pour essayer de les détourner, de les faire ralentir, ces cyclones ? Non, on ne s'est jamais penché parce que c'est... C'est impossible. Voilà, tout à fait, ça fait partie. C'est comme la pluie et le beau temps, c'est ça ? Tout à fait, voilà. On parle beaucoup du réchauffement climatique comme étant le facteur de tous les maux, la sécheresse, les inondations, la canicule. Est-ce qu'il a également un rôle à jouer sur la formation des cyclones ? Alors là, la particularité de la zone où évolue Matthew, c'est que les températures sont 2 voire 3 degrés supérieures à la normale, la température de l'eau de mer. Donc plus la température de l'eau de mer va être chaude, plus la violence des cyclones va pouvoir être exacerbée. Donc le réchauffement climatique joue un rôle ? Alors ça peut jouer un rôle dans la violence. Après, dans le nombre, c'est pas encore démontré. La preuve, toutes les années précédentes ont été assez pauvres, voire très pauvres pour certaines en cyclone dans le bassin atlantique. Donc ça joue quand même un rôle sur l'intensité. Dernière petite question, et on se l'a posée encore hors antenne il y a quelques minutes. Où est-ce qu'on trouve tous ces prénoms pour les ouragans ? Enfin, il y a un côté, ça les rend sympathiques parfois, Matthew, des prénoms comme ça. D'où vient cette décision de prendre des prénoms pour les ouragans ? Alors la décision, ça date des années 60, voire 50, oui 50 même. C'est tout simplement pour que le grand public fasse plus attention, donc pour que ce soit facile de repérer qu'il y a un événement dangereux qui arrive quand on dit l'ouragan Matthew, donc après tout le monde sait de quoi on parle, tandis que si on dit il y a un ouragan qui arrive, voilà, c'est un peu plus abstrait. Donc on a décidé de nommer les cyclones pour cette raison-là, et puis après pour faire la climatologie, pour se souvenir, par exemple l'ouragan Katrina, c'est en 2005, elle a donné temps, s'il n'y avait pas de prénom, ce serait très difficile de dire l'ouragan qui a frappé la Guyane en 2005. C'est extrêmement pénalisant pour les prénoms ensuite. Alors, justement, les prénoms après sont retirés. Alors, c'est chaque pays membre de l'Organisation Météo Mondiale qui soumet une liste de prénoms. Donc, la France en soumet, par exemple. Et une fois après, il y a un comité qui se réunit tous les ans et qui, à la demande d'un pays qui a été durement frappé, ça sera sans doute le cas pour Haïti, Matthew sera retiré des listes qui reviennent cycliquement tous les 6 ans. Donc Matthew ne sera plus un prénom donné à un ouragan. C'est le cas de Katrina qui n'existe plus, un énorme ouragan en 1979, Hugo ou David par exemple, qui ont été retirés des listes, qui étaient des noms soumis par les Français. Merci David Dumas, j'espère qu'il n'y aura jamais d'ouragan Pierre de Villeneuve. Merci d'avoir été en ligne avec nous.